الكرام من داخل المغرب ومن خارجه، الإخوة المسؤولين في منظمة اليونسكو، نعلن الزملاء والزميلات، الأساتذة الأجلاء المسؤولين في المعهد العالي للإعلام والاتصال، نعلن عن بداية هذه المائدة المستديرة. يشرفنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن نكون طرفا مساهما فعالا في تنظيم هذه الفعالية في موضوع ما فتئ يمثل أحد أهم انشغالاتنا، والذي ظل يطرح أسئلة مسترسلة دون أن نتمكن من صياغة أجوبة نهائية ومقنعة لها. إننا بادرنا في النقابة منذ أكثر من 25 سنة إلى صياغة ميثاق أخلاقي مثل رابطا قويا بين النقابة والراغبين في الانتماء إليها من الزملاء والزميلات. وبعد ذلك بادرت النقابة إلى الانتقال إلى مستوى متقدم في تعاطيها مع قضية أخلاقية المهنة، بأن قدرت في حينها بأن هذه القضية ليست شأنا مهنيا صرفا يحصر بين المهنيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام فقط، ولا هي قضية تهم الصحفي في أداء وظيفته بقدر ما هي قضية مجتمع برمته. Nous félicitons fortement le Royaume du Maroc pour l'approbation du Conseil national de la presse par la Chambre des représentants au mois de décembre 2015. Suivant le mandat de la Constitution de 2011, qui reconnaît le droit à la liberté d'expression. Nous croyons que le Conseil de presse joue un rôle fondamental comme instance de régulation pour garantir le respect au code éthique et pour protéger la liberté de presse et de l'indépendance des médias, et aussi comme médiateur entre les médias et les citoyens. Il est indispensable d'intensifier l'éducation aux médias et à l'information, telle que promue durant la semaine Media and Information Literacy, et cela doit se faire à la fois à l'égard des éditeurs des secteurs médiatiques, mais aussi et surtout envers les jeunes qui sont les usagers des médias et récepteurs de l'information. Nous espérons qu'à travers ce projet, on pourra contribuer au développement d'un esprit critique parmi les jeunes, en leur permettant d'interpréter correctement les messages, ainsi que de combattre l'incitation à la haine. Finalement, nous sommes convaincus que l'UNESCO est le meilleur partenaire que le Maroc pouvait choisir pour affronter ce défi, en considérant sa grande expérience dans ce domaine, aussi bien au Maroc que dans d'autres pays. Bakali de la SMPM et vice-président de la Fédération arabe de journalistes, monsieur le secrétaire général de la SMPM et premier vice-président de la Fédération internationale de journalistes, représentant de l'ambassade d'Espagne, madame la modérateur, expert international, directeur adjoint de l'ISIC, chers collègues, représentants du média et de la société civile, au nom du monsieur le directeur représentant au Maroc de l'UNESCO, Salah Khaled, qui s'excuse puisqu'il ne peut pas être là, il est encore à l'étranger. On voulait seulement, bien sûr, vous remercier le SMPM pour l'organisation de cette activité dans le cadre de la semaine éducation aux médias et à l'information. Il y a plusieurs activités avec différentes cibles. Et il y a aussi, comme peut-être vous avez entendu, une radio temporaire avec une fréquence qui couvre les activités de cette semaine. Et remercier bien sûr l'ISIC pour être là et être partenaire de cette semaine, comme plusieurs activités vont être ici. Et bien sûr remercier la coopération espagnole qui, à travers le programme international de développement
développement de coopération soutiennent cette activité. Seulement, parce que la voix de l'UNESCO, bien sûr, serait monsieur le directeur du siège, seulement pour encore du côté du bureau de l'UNESCO à Rabat, dire qu'on reste bien sûr engagé à accompagner ce processus, à collaborer avec la SMPM sur ce projet-là, et aujourd'hui c'est que la première phase. Dear colleagues, I'm very honored to be here today to speak to you about this connection of deontology and media and information literacy, and the way that together they can protect freedom of expression and help with a pluralistic, agenda-sensitive, independent and professional journalism and an informed public. We know, of course, that from history we need professional journalism and we need an informed public if we are to have peaceful solutions to problems, to conflicts, as well as if we are to build more knowledge societies and achieve the Sustainable Development Goals. بدون هذه الأخلاقيات يفقد العمل الإعلامي أي مصداقية وأي وجود، لأن قيمته في ذاته. إذن لتعميق هذا النقاش في هذه الورشة الثانية سنحاول أن ننتقل من التجربة المغربية إلى تجربة بلجيكية. إذن في البداية أعطي الكلمة للزميل يونس مجاهد، الأمين العام للمجلس الوطني النقابة الوطنية للصحافة المغربية. هذا الموضوع طرح علينا في بداية التسعينيات القرن الماضي بحدة، لأن ظهر آنذاك بعض الممارسات المخلة كثيرا بأخلاقيات المهنة. فعلا كانت الصحافة وكانت فيها مشاكل، وما يمكنش نقولوا بأنه مشاكل الأخلاقيات المهنة بدأت بداية التسعينات، ولكن كانت أخف. ظهرت تجربة سميت آنذاك بالصحافة الأسبوعية المستقلة، والذي كان شغلها الشاغل هو تحقيق الأرباح، وفعلا حققت أرباح طائلة، بحيث أنها كانت صحافة منتشرة، كانت رائدة في ما يسمى الآن في الانترنت بالخصوص الفيك نيوز، بحيث أنها هي التي بدأت بنشر أخبار كاذبة بالمرة. وطرح علينا آنذاك المشكل، فنظمنا في النقابة. آنذاك كان الكاتب العام هو المرحوم الأستاذ العربي المساري، الذي نتشرف بوجود في قاعة هي التي دشنت أن يكون هناك كرسي خاص بأخلاقية المهنة باسم زميلنا المرحوم وأستاذنا. إذن بدأنا نناقش كيف سنعالج هذه المسألة، ونظمنا ندوة آنذاك دولية بموازاة هذا الموضوع. كانت مطروحة كذلك قضية مهمة في المغرب، ولذلك هذه الأشياء مترابطة. كانت مطروح في المغرب آنذاك مسألة تنظيم المهنة أيضا، لأن في السابق كانت البطاقة المهنية تمنح بطريقة غير مضبوطة. إذن في بداية التسعينات طرحت علينا قضيتان أساسيتان. المسألة الأولى هي أخلاقية المهنة، والمسألة الثانية هي تنظيم المهنة، من هو الصحفي وما هي شروط منح البطاقة إلى آخره. لن أطيل كثيرا في التاريخ، ولكن هذا التذكير أريد أن ألجأ إليه لأنه سينير لنا الطريق فيما بعد. فاهتدينا إلى فكرة آنذاك، وهي أننا نكلف لجنة من الحكماء، من صحفيين ومسؤولين وشخصيات ثقافية وسياسية ذات مصداقية بهذا الموضوع. وفعلا تشكلت اللجنة وأخذت تشتغل على هذا الملف، لكن ما حصل هو أنه لم يكن هناك تجاوب مع هذه ما سمي آنذاك بلجنة الحكماء. كانت هناك نوع من المقاومة حتى من طرف
المسؤولين آنذاك داخل الدولة، وتتذكرون على أنه كانت هناك وزارة الداخلية والإعلام لعمل هذه اللجنة. بسرعة أمر وأقول بأنه إذا كنا نجحنا في تنظيم المهنة بحيث أنه وضعنا قانون أساسي للصحفيين جيد يضبط من هو الصحفي، لكن بقيت مسألة الأخلاقيات معلقة، ودخلنا في تجربة جديدة انطلاقا من تقييمنا لتجربة لجنة الحكماء. فقلنا ينبغي أن نشكل هيئة مستقلة لأخلاقيات المهنة، وفيها تتشكل من النقابة، من نقابة الصحفيين، من الناشرين، من هيئات من المجتمع المدني، ومن شخصيات معروفة بمصداقيتها وباهتمامها بهذا الشأن، وهذا ما قمنا به. وبالنسبة لنا المجلس الوطني للصحافة نحن نعتبره تنظيما للمهنة برمتها. هذا ليس تنظيم يهم جهة دون أخرى، ولكنه يهم المهنة برمتها، ولذلك نحن نشتغل على صيغ تترجم هذا المفهوم وهذه الفلسفة بالنسبة لنا. لكن كما حصل في بداية التسعينات عندما طرحت المسألة بشكل مزدوج، أي مسألة الأخلاقيات ومسألة تنظيم المهنة، نحن نعيش نفس الحالة اليوم بسبب بالخصوص التطور الكبير الذي شهدته استعمالات التكنولوجيات الحديثة. إذن نحن أمام نفس الإشكال شكليا، لكن مضامنه تغيرت. موضوع الأخلاقيات ما زال مطروحا، ولكن موضوع التنظيم المقاولة الصحفية والولوج إلى المهنة طرح من جديد بسبب ما حصل من تطورات بالنسبة للتكنولوجيات الحديثة. ونحن في النقابة كان موقفنا دائما واضحا، نحن نعتبر أن المقاولة ينبغي أن تكون مقاولة صحفية حقيقية، لأن في المقاولة الصحفية الحقيقية يمكن أن تمارس عبرها حرية الصحافة والأخلاقيات وضمان كرامة الصحفيين وحقوقهم. وبالنسبة للولوج إلى المهنة لا بد من شروط لضمان مهنة حقيقية. لا يمكن أن يكون الولوج إلى المهنة مسألة فيها نوع من التسيب، لأن مهنة الصحافة هي مهنة لها أدوار كبيرة في المجتمع. Le Conseil de déontologie, il est composé de 20 membres effectifs, 20 membres suppléants. Dans ces membres, on va retrouver des journalistes, des représentants des journalistes, de l'association des journalistes professionnels, 6 représentants effectifs, 6 représentants suppléants. On va retrouver des représentants des propriétaires des médias, 6 représentants effectifs, 6 représentants suppléants. On va retrouver 2 représentants des rédacteurs en chef, 2 représentants, en fait 4, puisque c'est 2 représentants effectifs et 2 suppléants. Et on va trouver également des représentants de la société civile, des experts qui connaissent bien le fonctionnement journalistique et la déontologie. Ces experts sont au nombre de 6 effectifs, 6 suppléants. Donc en tout, 40 personnes, 20 effectifs, 20 suppléants. À côté du conseil, qui est décisionnel, vous avez toute la structure administrative, le secrétariat général qui va préparer les dossiers, recevoir les plaintes, et évaluer si elles sont recevables ou non, et préparer les travaux du conseil. Mais quand on parle de CDJ, de conseil de déontologie journalistique, on pense évidemment à la structure, à l'instance décisionnelle. Alors c'est intéressant de revenir sur la naissance du Conseil de déontologie pour justement voir quelles ont été les questions qui se sont posées à ce moment-là. En fait, le Conseil de déontologie naît en avril 2009 et il naît en raison d'un incident qui s'est passé quelques années plus tôt. Et en fait, on retrouve ces histoires, on les retrouve souvent à l'origine des conseils de presse, des conseils de déontologie. En fait,
En 2006, fin 2006, le service public de radio-télévision belge francophone diffuse un faux JT, une édition spéciale du JT qui est un faux JT. C'est on est dans les locaux dans le studio du JT traditionnel. C'est une édition spéciale qui annonce la fin de la Belgique, la séparation de la Belgique. Et énormément de gens vont y croire. Alors aujourd'hui, le débat subsiste toujours pour savoir si c'était de la fausse information ou si c'était de la fiction. Chacun a sa version sur le sujet, mais le fait est que le fait d'avoir utilisé l'espace d'information où la confiance avec le spectateur est nécessaire, d'avoir utilisé cet espace pour donner une information qui n'était pas vraie ou qui était de la fiction, va soulever des réactions de la part du public qui va y croire. Et le public va se tourner vers les outils dont il dispose à l'époque, le service de médiation du service public, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc l'équivalent de la AK ici, et également le Parlement et le gouvernement de la communauté française de Belgique. Eh bien, je considère que en rendant publiques ces décisions, voire même ces sanctions, le Conseil de presse donne le temps, offre des modèles et par conséquent balise la pratique journalistique, aussi bien pour le journaliste que pour les usagers. Nous considérons également qu'un conseil de presse n'est pas uniquement une loi, mais aussi un certain nombre d'outils de travail. Un règlement interne, des guides de procédure et des mécanismes d'accompagnement comme les plans de formation et puis les guides professionnels. Tout ceci produit une culture médiatique à même de faire comprendre à tout le monde, aussi bien les praticiens que le public, que les différentes catégories du public, qu'il existe quand même une façon de faire les choses et cette chose est obéie à des règles bien précises. Donc voilà, le travail il est proposé au Conseil de presse, ce n'est pas uniquement de répondre aux doléances et de satisfaire les plaignants, mais aussi de développer cette culture médiatique qui permet de comprendre un peu les choses. Vous savez, la pratique médiatique, ce n'est pas uniquement des journalistes, des entreprises de presse, des papiers, des micros et des caméras, mais aussi un public. Et Dieu sait que les médias existent pour leur public. D'accord ? Si le public ne comprend pas le message, si le public ne parvient pas à décoder ce qui lui est présenté, eh bien certainement il y a là un déséquilibre, il y a un fossé, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un rapport qui n'est pas équitable. Du coup, rien ne marche. Mais permettez-moi de revenir rapidement sur les fondamentaux. Vous savez, c'est une déformation professionnelle. Je considère que la déontologie est la substance qui garantit l'efficience de la pratique journalistique professionnelle et de qualité. La déontologie nourrit l'autocensure volontaire et celle-là est le plus haut degré du professionnalisme. Quand on parle de la déontologie, on l'associe souvent à l'éthique et à la morale. La déontologie, l'éthique et la morale se réfèrent à l'univers des valeurs. La morale est perçue souvent sous forme d'ordre ou d'instruction de sources externes. L'éthique exprime la préoccupation d'agir au mieux. Quant à la déontologie, elle concerne ce qui est circonscrit ou codifié, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des guides, des chartes, etc. Alors, la déontologie, donc, c'est l'ensemble des règles de conduite que les professionnels se donnent à eux-mêmes et qu'ils s'efforcent de respecter et de faire respecter dans l'exercice de leur activité. Elle est l'expression d'une conscience collective et du sens de la responsabilité. Bien sûr, des règles à faire respecter contre quoi ?
Eh bien, contre des dérapages déontologiques que nous considérons comme, sous forme de 4 aspects. 1. L'inconscience professionnelle. 2. La déformation des faits et la publication de fausses informations. 3. La partialité et la malhonnêteté professionnelle. 4. Les querelles de journalistes reproduites dans leur propre presse, ou organes de presse. De ces dérapages découlent les fautes suivantes. Plagiat, information non vérifiée et mensongère, présomption d'innocence délibérément ignorée, droit de réponse non garanti, secret professionnel non respecté, diffamation, sensationnalisme, corruption des journalistes, suppression intentionnelle d'informations, chantage, attaque et lynchage des confrères et consoeurs, non-respect de la vie privée et des droits humains et l'atteinte à la dignité humaine, adoption des discours racistes, sexistes, violents ou haineux, et la liste est encore longue. Bon, pour contrecarrer ces dérapages ou ces pratiques qui ne sont pas assez regardants sur les aspects déontologiques, il y a des mécanismes de veille qui sont mis en place. Parmi ces mécanismes, nous pouvons citer les structures de formation et de sensibilisation, l'implication des entreprises à travers des chartes et des guides, le médiateur et l'ombudsman qui est la voix du public en interne, mais pas seulement, parce que l'ombudsman doit encore expliquer le fonctionnement médiatique au public, donc l'intermédiaire, elle est active des deux côtés. Quatrièmement, l'appropriation de la culture éthique, c'est-à-dire l'engagement et l'effort personnel. Cinquièmement, l'action des conseils de presse dont on parle aujourd'hui. Donc, les conseils de place agissent parallèlement à 4 ou 5 autres mécanismes qui œuvrent dans la même perspective. Un conseil de presse, c'est donc une institution non gouvernementale dont la raison d'être est de servir d'intermédiaire entre les médias et le public. C'est un instrument principal d'autorégulation, pratiqué en application des normes déontologiques, dans la mesure où ces décisions sont publiques, il est aussi l'instrument de visibilité de ces normes. L'idéal, en fait, de rechercher à travers la création de cette instance serait d'arriver ou de parvenir à une sorte de médiation et d'arbitrage préliminaire afin de désencombrer les tribunaux.